Salut Solène. Salut Mélissa. Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans nos sociétés insulaires. Et avant de commencer, on souhaitait remercier toutes les personnes qui ont participé à notre questionnaire en ligne. Vous avez été nombreuses à y répondre et grâce à vous, on a pu avoir des éléments sur les épisodes à venir et on vous remercie beaucoup. On remercie également, on aurait dit les obsèques sur LCI, et on remercie également les personnes qui ont écouté notre premier épisode. Ça a fait chaud au cœur. Ouais, ça fait chaud au cœur et on s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ça, voilà. Mais on vous remercie beaucoup et on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre plus tard, au fur et à mesure. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlons du mot féminisme, féministe, féminisme et qu'est-ce que cela implique chez nous, en Guadeloupe en tout cas. Je pense dans nos sociétés insulaires, mais en tout cas, comment ce mot, en fait, il est perçu. Parce que justement, tu parlais du questionnaire et des réponses qu'on a reçues. Et c'est vrai que même dans nos conversations et dans le questionnaire, on a toujours vu ce malaise, en fait. Ouais, c'est comme il y a une gêne. Ouais, et profonde. Pourtant, dans le même questionnaire, on demandait aux personnes si... elles avaient l'air très engagées en fait pour la cause des femmes. Elles donnaient par exemple même des sujets pour le podcast. Ouais. Et pourtant, il y avait comme une gêne de s'appeler, de se définir féministe en fait, féminisme et féministe. Et même dans nos discussions avec l'UFJ, puisqu'on s'est engagé. Alors, l'UFJ est l'Union des femmes guadeloupéennes. C'est une association qui a été créée par la première avocate de Guadeloupe, Gertie Archimède, en 1956. 46, non? 56. Moi, j'ai 46. Alors, on va devoir se concerter plus tard. Mais voilà, du coup, en gros, moi, je dirais que c'est plus un collectif de femmes. Et ce sont des femmes qui sont engagées, qui ont mené des batailles pendant très très longtemps et qui continuent de le faire. Mais là, elles ne s'approprient pas le mot féministe. C'est pas quelque chose qui va de soi avec la lutte, alors même que cette lutte est pour l'amélioration des conditions des femmes. Ouais, il y a même des femmes de l'Union, des amies, c'est comme ça qu'elles s'appellent, c'est comme ça qu'on s'appelle, qui disent non, genre qui refusent totalement le mot féministe. Et c'est intéressant parce que du coup, ça fait appel à cette perception qu'on a aux Antilles du féminisme et du mot féministe qui est peut-être, je sais pas si c'est erroné. Ou est-ce que la perception qu'on a, est-ce que c'est parce qu'on comprend pas, ou est-ce que parce que pourquoi quelqu'un qui se battrait pendant des années pour les femmes, qui créerait des collectifs de femmes, quand on lui dirait est-ce que vous êtes féministe, dirait non, j'aime pas ce mot-là, tu vois. Je pense honnêtement que cette association a quand même pris évolution lorsque le mouvement féminisme était une bataille en Europe. C'est vrai. C'était la bataille de qui? C'est ça la question. C'était la bataille de quel genre de femme? Et on en a déjà discuté dans l'épisode 1 avec le féminisme civilisationnel. Mais c'est toujours la même chose. Pour qui ces femmes se battaient-elles? Ce n'était en général pas pour les personnes racisées. Et surtout pas les femmes venant des dom-toms. Qu'on voit que la politique dans les îles, anciennes colonies, était qui était finalement du coup la natalité, anti-natalité dans les dom-toms et pro-natalité en France. Je veux dire, il y a le livre de Françoise Vergès qui est une horreur à lire parce que c'est épouvantable et en même temps c'est un must-to parce que must to read parce que en fait c'est tellement il y a tellement de faits d'une politique secrète de comment en fait on détruit le corps des femmes, etc. Donc voilà, donc le combat des féministes était le combat des femmes blanches bourgeoises. C'était le féminisme blanc, quoi. Et donc du coup, ça nous est resté ici parce que on a cette perception aussi du féminisme. Ah oui, toujours en revenir au questionnaire, que c'est contre les hommes. Ah oui, ça c'est revenu. Tu vois que c'est genre contre les hommes, que être féministe, alors que. Alors, petite annonce, nous sommes le soir, les gens rentrent chez eux et c'est apparemment le jour de la machine.
à laver et celle-ci fait énormément de bruit, donc j'espère que vous nous excusez, mais ça fait tout le charme de notre podcast. C'est un podcast caribéen. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, le féminisme est vu comme aller à l'encontre des hommes, en fait, se battre contre les hommes. Et c'est intéressant qu'on ait gardé cette perception-là, alors que pas du tout, quoi. Enfin, selon moi, c'est pas ça. En fait, ça me rappelle, tu sais, quand on fait des initiatives pro-noir, tu sais, pro-black, et qu'on dit que c'est anti-blanc. Alors qu'en fait, non, c'est pas l'un ou l'autre. Ouais. C'est juste pro-black, pro-noir, en fait. Ouais. Je m'excuse d'avoir dit black. Parce que je l'avais en anglais. Moi, non, c'est que j'avais en anglais dans ma tête. Non, c'est juste une initiative pro-noir. Alors, on a regardé le même discours concernant le féminisme. On a l'impression que quand on dit pro-femme, c'est anti-homme, alors que non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout je sais pas, la mouvance, mais c'est quand même péjoratif presque. Ouais, c'est sûr. Le mot féministe, c'est presque... Il y a quelque chose qui revient de ça, dans le fait de ne pas s'approprier le mot féminisme et féministe. C'est un peu cette façon que je trouve assez redondante qu'on a chez les femmes racisées de pas vouloir s'approprier les choses, de pas se mettre en avant, sinon on est sous les feux des critiques, on est encore plus jugé, après tout on doit toujours faire 3 fois mieux que les autres. Et il y a toujours ce côté de dire ah mais peut-être en fait ça c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai tellement de problèmes que j'ai pas envie de m'approprier une lutte que quelqu'un va peut-être dire que c'est pas la mienne parce que je ressemble pas aux autres, tu vois. Donc il y a ça, enfin il y a énormément de raisons diverses et variées, mais c'était ça qui revenait très souvent dans le questionnaire. Et puis en fait, on a pensé qu'il fallait quand même expliquer que le féminisme n'est pas à l'encontre des hommes. Non. Enfin, je veux dire... Moi, je trouve ça fou. Moi, je trouve ça fou que même ce soit une idée, une perception. Mais j'imagine, hein, je veux bien accepter... C'est faux, hein, mais je veux bien accepter cette perception-là du féminisme, mais c'est vraiment pas contre les hommes, en fait. C'est sûr, tu sais pourquoi? Enfin, moi, je me dis, surtout parce que finalement, quand on lisait les réponses, il y avait beaucoup les fémènes, ou les manifestations... C'est vrai, en fait, c'est vrai. Les manifestations, les femmes expriment leur colère, en fait, en déployant quelque chose de tout à fait naturel, comme les hommes qui peuvent marcher torse nu dans la rue. Donc, il y avait tout ça, et puis quand même, les Antilles, la religion est quand même la base de ces sociétés. Et il faut quand même dire que la religion règle les mœurs, quoi. Tu ne te balades pas torse nu quand tu es une femme. Aussi, c'est intéressant que parce que c'est vrai que c'était beaucoup les fémènes et autres groupes, comme si on était que ça, comme si on était que... c'était que ça, le féminisme, mais aussi ça rappelle que on en avait parlé, le rapport de la femme racisée au corps et la libération, c'est différent. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être aussi là qui vient le blocage, c'est parce que si les médias ne projettent que l'image des fémènes qui vont dans une église torse nu avec du sang ou écrit quoi que ce soit sur la poitrine, ça, bon, c'est aussi un jeu des médias, hein, ça, faut pas se le cacher, mais c'est vrai que le rapport de la femme racisée, de la femme noire, de la femme racisée, à son corps et à la libération, la libération de la femme noire ne passe pas nécessairement par le corps, parce que nos corps n'ont jamais été cachés, en fait. Nos corps n'ont jamais été sacralisés. Nos corps ont toujours été à la disposition. Exactement. À la disposition. Et toujours été, en fait, on a même été dans des cirques, en fait. Ouais. On a littéralement, il y a littéralement eu des zoos, et des cirques avec nos corps. C'est ça, mais tout à donc fait. C'est pour ça que quand on cette récitante. Exactement, c'est exactement ça. C'est juste la très belle l'image parfaite. Moi, j'ai un bif avec Joséphine Baker. Je t'avais dit ça sur WhatsApp quand on parlait du MACT. Moi, j'ai un bif. Oui, c'est icône, noire, machin. Bon, je vais pas rentrer, mais bon, j'ai quand même un bif parce qu'elle était quand même, très sexualisée. En fait, ça montre. Elle jouait de cette avec image son truc de banane, là. Et surtout, cette image de sauvageonne. Enfin, je veux dire, qui se balade des bananes autour... Enfin, tu vois, genre... les bananes, au pire, j'ai jamais vu ça. Même dans un costume, j'ai jamais vu ça. Mais non, mais je veux dire, c'est pas top. Mais c'est vrai que c'est ça, notre bataille n'a pas été la même et ne l'est toujours pas. Enfin, je veux dire, si nous, on parle aujourd'hui d'un féminisme décolonial et c'est important, intersectionnel, c'est qu'on n'est clairement pas sur les mêmes bases de lutte
que les femmes en Europe. Et ça c'est vrai. Et puis je me suis confrontée lorsqu'il faut que je parle à quelqu'un qu'en fait, en étant une personne métisse, je suis sujette à des oppressions qu'elle ne pourra pas connaître parce qu'en fait, je suis noire pour une partie de la société, une sorte d'hybride pour une autre, mais qui fait qu'avec ça, je subis des oppressions qu'elle n'aura pas parce que celle-ci est déjà blanche, tu vois. Et ça, c'est complètement différent. Et puis on en avait parlé. On m'avait parlé de cette personne qui avait complètement renié le fait que j'ai vécu du racisme. Elle voulait pas me croire, tu vois. Et non, c'est ça, en fait. Fou, ça, je me suis pris souvent ce genre de réflexion. Non, mais en fait, t'es déjà féministe. On va pas en plus rajouter que tu subisses du racisme. Comme si, en fait, ça va, quoi. Ouais, ça va. Genre, ça va, en fait. C'est renier ton identité intersectionnelle. Et aussi une autre réticence, parce que je viens d'y penser, là. Je sais pas pourquoi je pensais au mot féminisme, et en fait, je pense que même ma mère ne se proclamerait pas. Genre, je sais qu'elle est dans cette réflexion parce que du coup, avec le podcast, on discute et machin. Mais je sais que c'est pas nécessairement quelque chose qu'elle va dire. Tu vois, elle va pas, je sais pas si elle va le rejeter, elle va pas non plus être enragée parce mais parce que je me suis rendu compte que, en tant que femme noire, si tu te dis féministe, tu dois te dire beaucoup d'autres choses. Et je m'explique, c'est parce que j'ai l'impression qu'en tant femme noire, en tant que femme racisée et femme antillaise, caribéenne, le combat féministe est tellement dans nos mœurs presque. On se bat, je veux dire, il y a des choses que ma mère a faites, que je l'ai vu faire, qui sont des combats féministes. Mais elle le dit pas comme ça, parce que si on se dit féministe, on doit aussi se dire, anticapitaliste. On doit aussi se dire antiraciste. Et donc, du coup, on doit se rajouter. Et on nomme pas, tu vois ce que je veux dire? On nomme pas ce genre de choses. Alors qu'on a des luttes qui sont aussi intersectionnelles, en fait. Parce que ma mère, elle dans justement les choses, des actions que je l'ai vu mener pour les femmes, par les femmes. C'était aussi pour les femmes racisées, et par les femmes racisées. Donc, il y a aussi, du coup, si elle se dit féministe, elle devra se dire antiraciste. Si elle te dit antiraciste, anticapitaliste. Donc, du coup, il y a aussi cette idée que, bon, oui, ça fait partie de ce que je fais. Je veux pas non plus me mettre à dire, à mettre un label. Surtout parce que ça va de soi, c'est des luttes qu'on fait inconsciemment. Exactement. Et qui sont peut-être difficiles. Une fois qu'on les définit, après, ça vient avec tout un tas de... Ok, je dois le définir, je dois le comprendre, je dois toujours dire que je suis ça, je dois toujours... tu vois, quoi. Donc, c'est sûr. Ça vient aussi de là, la réticence, j'imagine. Et puis quand, finalement, on vous a demandé... parce qu'il y avait des questions qui nous étaient... pour lesquelles les réponses étaient très importantes. La première était: quel regard portez-vous sur la condition des femmes au sein de votre société? Alors, on avait trouvé ça super triste que sur le nombre de femmes qui avaient répondu, il y avait très peu qui avaient des réponses positives, quoi. Il n'y en avait aucune. Il n'y en avait quasiment aucune, à part il n'y avait pas le mot espoir. Voilà, c'était soit c'est mitigé, soit il y a de l'espoir, donc soit on est optimiste, mais en fait, il n'y a absolument personne qui a dit nous vivons Elle est bonne, ouais. Voilà, nous vivons dans une société où les femmes ont une place égale aux hommes, où les femmes sont respectées. Il y a juste personne. Et surtout, il faut aussi préciser que le questionnaire a été rempli par les personnes de tout âge. Oui, vraiment. On a quand même regretté de ne pas avoir eu des plus jeunes de 12-18 ans. Mais on a eu quelques-uns en fait, hein. Regarde, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est 56-65. Okay. Mais du coup, on a eu des personnes allant de 19 à 66 et plus qui nous ont répondu. Donc, on peut quand même se dire que sur toutes ces générations, ce sont des femmes qui n'ont juste pas de positif à dire sur leurs conditions. On parle de génération de femmes. Parce que c'est un constat de la société et puis c'est et c'est ça, et c'est vrai que elles avaient une réponse à dire. Il y a par exemple quelqu'un qui a dit elle se bat toujours pour être reconnue à sa juste valeur. Il y a quelqu'un qui dit je porte un regard souvent décevant. Pas assez avancé. Et pourtant, lorsqu'on en vient à quel sens donnez-vous au féminisme, sachant que quand même ces femmes ont une réflexion sur la condition, donc quelle devrait être la condition des femmes selon elles ont une opinion.
Et pourtant, voilà, le féminisme pose problème. Le mot, ouais. Et c'est ça. Enfin, après, on a eu un peu... Enfin, voilà, elles ont quand même... Il y a eu quand même des réponses qui ont été intéressantes. Il y a quand même, par exemple, quelqu'un qui nous a dit « Le féminisme, ce n'est pas pour moi que l'on soit considéré comme identique aux hommes. Exemple, qu'on ne sexualise pas les seins, qui pour moi sont définitions des organes sexuels, mais juste pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance égale à celle des hommes. En gros, le féminisme, c'est comme de l'antiracisme, tout le monde a sa valeur. » Alors, je pense que dans cette réponse, il y avait beaucoup de choses, il y avait quand même des trucs qui n'allaient pas. Outre comme le fait que alors moi je ne perçois pas du tout mes seins comme un organe sexuel parce que c'est pas un organe sexuel. Enfin bon, du coup, bref, mais du coup c'est ça, il y avait quand même des réponses assez intéressantes. Et ce qui était aussi parlant, c'était que le fait que dans les pourcentages de personnes qui se sentaient concernées par l'idéologie actuelle du féminisme, il y en avait 71,4% qui ont dit non. Et enfin, il y a beaucoup de choses qui reviennent, mais on est quand même sur 71% de femmes ont répondu non, elles ne se sentent pas concernées par le féminisme. Donc finalement, on est toujours à cette question de la représentation. Qui représente qui sont les féministes? Tu vois, quel est le discours qu'elles ont, pour qui elles s'adressent, pour quel genre de bataille. Et en fait, c'est sûr qu'elles ne s'incluent pas, elles s'incluent pas à nous. Et puis ça me rappelle encore le féminisme décolonial de Françoise Vergès qui, vers la fin de l'ouvrage, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle disait qu'en fait, les femmes blanches, en Europe, elle parle de la France, en fait, leur combat féministe s'inscrit dans, elles veulent s'intégrer dans le capitalisme de l'homme blanc, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elles veulent participer. Elles veulent la place égale à l'homme blanc pour participer comme lui au être dirigeant, être directeur, etc., etc., mais faire les mêmes choses, en fait, avoir la même capacité de signer. Mais ça, c'est pas ce qu'on veut. On n'est pas du tout à ce niveau de libération, tu vois. Nous, on est encore au point où quand les femmes blanches et souvent bourgeoises peuvent partir au travail, qui gardent leurs gosses, quoi. Exactement. Quand elles vont aux manifestations féministes, c'est ça. Enfin, qui est là derrière, en fait. Et elle a une expression qui est incroyable, qui dit qui nettoie le monde. Et ça, c'était... Ça, c'est parlant. Et du coup, c'était vraiment qui est là, qui sont les personnes qui nettoient dans les bureaux, qui sont les personnes qui travaillent dans la restauration, des cantines scolaires, qui sont les personnes qui sont les qui nettoient la ville très tôt le matin. C'est ça, qui sont les femmes de ménage, en fait. Et en plus, moi, je vais prendre un exemple, et ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais toi, t'as dit que t'avais un bif avec Joséphine Baker. Moi, j'ai un bif avec le Club Med à Sainte-Anne. Parce que on est dans cette idée que le tourisme est là pour sauver l'économie de l'île. Et non, ouais, c'est clair. Et quand on regarde qui sont les responsables, qui sont les cadres, vous trouverez en majorité des personnes blanches, et les personnes qui nettoient sont des femmes racisées, sont en plus des femmes noires. Les vigiles qui te jettent de la plage comme si t'étais... Non, mais c'est ça, en fait. C'est qui est là pour faire toujours le travail ingrat. C'est toujours les mêmes personnes, donc forcément, enfin... Moi, je peux pas adhérer à tout ce qu'elles disent. Mais en même temps, je ne vais pas aller contre leur bataille parce que c'est aussi ça le féminisme. C'est ça, qui suis-je pour leur dire que leurs revendications ne sont pas légitimes. Elles sont victimes de souffrance, mais lorsque je suis à mon tour en train de t'expliquer que la souffrance que je ressens, tu ne peux pas la ressentir, tu n'es pas là pour me juger, tu n'es surtout pas là pour me remettre à ma place et pour me dire en fait ça vaut pas le coup. Genre ça nous divise plus qu'autre chose. Ça vraiment quand j'entends ça, que mettre de l'avant nos identités caribéennes et antillaises divise la cause. Genre mais tu vas compris, tu ne m'as pas écouté en fait. Ouais, c'est ça. Tu ne m'as pas écouté. Parce que justement c'est en apportant une intersectionnalité à nos combats qu'on va réussir à aller de l'avant et que ça ait une vraie force et que ça perdure en fait.
Parce que il y a des études comme, j'ai lu un texte qui disait que ne prendre qu'un seul côté d'une identité ou d'un problème, ne prendre que le socialisme, par exemple, ne prendre que l'identité blanche dans un combat, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et juste pour revenir au questionnaire, on avait dit donc, est-ce que vous vous sentez représenté par l'idéologie féministe actuelle? Après, on avait demandé pourquoi, et c'était super intéressant. Il y a quelqu'un qui dit, je ne peux pas répondre car le féminisme n'est pas une idéologie. Bon. Parce qu'elle est majoritairement trop superficielle. Ou, super intéressant, manque de prise en compte des expériences diverses de chacune. Focalisation sur un féminisme eurocentré avec les problématiques qui s'y rapporte. Et donc ça, c'est exactement ça dans la société dans laquelle on vit. Cette dernière réponse est exactement ce pourquoi on fait ce podcast. Les Femen, par exemple, on en parlait, les Femen, par exemple, cherchent à dénaturaliser la femme dans sa définition même. Bon. Donc c'est tout le malaise, quoi. De toutes les façons, les réponses elles ont été diverses et variées, nous ont vraiment permis d'avoir une idée sur ce que les femmes pouvaient penser de notre podcast. Donc c'est vrai que toutes les réponses ne nous ont pas satisfaites, mais au moins elles ont porté une approche différente et qu'on n'avait pas. Et surtout d'avoir un problème, de regarder le problème sous un regard différent. Et la question du féminisme et être féminisme est au cœur du problème. Et on en parlait aussi avec Solène parce qu'on a pu avoir de nombreuses conversations avant de mettre en place notre podcast. Mais il y avait vraiment cette idée de pourquoi il était nécessaire de dire féministe décolonial et pas afroféminisme. Non pas parce que on ne veuille pas s'approprier l'afroféminisme et être identifié en tant que tel, mais au vu de l'histoire des îles, et je pense à la Guadeloupe parce que je connais pas forcément toute la configuration raciale et sociale des autres îles, mais en Guadeloupe, si je fais ça, je pourrais pas regarder les femmes indiennes, par exemple, c'est quand même une grande communauté, les Indiens, je pourrais pas les regarder et me dire en fait votre combat je m'y intéresse pas. Parce que parler d'afroféminisme que pour décrire la Guadeloupe, c'est pas pertinent. Ça marche pas. C'est pas la réalité. Même moi, à chaque fois que je pense à la Guadeloupe, j'ai envie de toujours approcher la Martinique parce que c'est vrai qu'on est cousines ou sœurs. On est sœurs. C'est sœurs, hein. C'est sœurs. On n'a qu'à devenir sœurs maintenant. Enfin bon. Parce que l'afroféminisme, c'est pour les afro-descendantes. Descendantes. Et oui, et donc oui, il y a une bonne partie des femmes guadeloupéennes et martiniquaises et antillaises en général qui sont afrodescendantes, mais pas que. Pas que du tout, en fait. Il y a depuis à partir de la fin de l'esclavage, parce que les colons voulaient encore plus de main d'œuvre pas chère, ils ont eu recours à plusieurs migrations. Je sais pas si on l'a mentionné dans le premier épisode, il me semble que oui, mais il y avait syrio-libyenne, indienne, madérienne. Donc il y a et puis tout ce monde-là s'est mélangé, tu vois. Et tout ce monde-là c'est mélangé. Encore alors bien sûr maintenant ça s'est mélangé, mais il faut quand même prendre en compte que et là il y a une phrase qui je trouve intéressante d'Elsa Dorlin dans son ouvrage Black Féminisme, qui dit que pourrait signifier un féminisme noir, un féminisme africain, un féminisme antillais, point d'interrogation, 3 petits points de suspension. Parce que quand on parle pour moi d'un féminisme antillais, ça veut dire que tu prends en compte que les Antillais ont une identité multiple. Et il y avait vraiment ce côté, lorsqu'ils ont fait appel aux travailleurs engagés, dans toutes les colonies, il y avait vraiment cette question de ces gens-là viennent prendre la place d'esclaves libres qui auraient pu avoir plus de terre, plus de travail, qui auraient pu plus avoir de l'argent, et cette division a subsisté racialement, surtout parce qu'en fait, diviser pour mieux régner a été un adage parfait, quoi. Les communautés sont restées entre elles pendant super longtemps, non pas parce qu'en fait il y avait une haine d'un point de vue une haine innée, mais c'est surtout parce qu'en fait politiquement on leur a fait croire que chacune faisait le malheur de l'autre.
les Indiens, on disait qu'ils avaient peur des Noirs, que les Noirs avaient peur des Indiens parce qu'ils pouvaient invoquer leurs dieux. Enfin, il y avait plein de choses comme ça et ces populations sont restées vachement cantonnées à leur propre culte, à leur propre ethnie, et maintenant, bien sûr, ça glisse doucement, mais on dit toujours Indien. Bah oui. On dit toujours Noir. On dit toujours Syriens, alors que ce sont des gens qui sont là depuis des générations. C'est quand même des gens qui sont là depuis 200 ans, presque. Tu vois, donc on en parle toujours. Et le problème, c'est que moi, si je parle d'afroféminisme, j'oublie que ces personnes ont été transportées vers un autre pays, alors qu'on leur avait dit, dans 3 ans, je vous renvoie chez vous. Et que ça n'a souvent pas été fait. Enfin, c'est des gens, on leur a fait croire que, ok, venez travailler, vous aurez de l'argent, on va prendre soin de vous, vous aurez des habits, vous aurez un lopin de terre, vous allez pouvoir repartir chez vous. Et en fait, certes, ils ont eu de l'argent, mais c'était quasiment rien du tout, quoi. Et du coup, enfin, afroféminisme, voilà, pour moi, c'est pas pertinent. On a besoin de dire décolonial, on a besoin de prendre en compte les réalités. Sinon, je trouve qu'on fait le jeu des Européens. Exactement. Non, l'afroféminisme, ça colle bien peut-être au schéma social des États-Unis, mettons, parce que c'est encore très binaire et manichéen, noir ou blanc. Il y a ce truc de light skin, dark skin, mais ça encore, j'ai l'impression que c'est plus sur Internet, genre c'est pas une vraie classe sociale comme métis, chabin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas si ancré. Alors l'afroféminisme, oui, je trouve super intéressant, mais peut-être quand t'es noir et que quand t'es afrodescendant en Europe. Ouais. Et que tu n'as aucune connexion aux Antilles. En même temps, regarde, l'afroféminisme est un mouvement qui est parti des États-Unis avec une configuration, une configuration complètement différente. Enfin, je veux dire, les Français n'ont jamais été confrontés aux plantations, aux habitations. Enfin, je veux dire, l'esclavage était interdit. Mais c'est ça, genre ils étaient loin, ils étaient dans leur pays, et puis il y avait ces colonies où il régnait une minorité de blancs sur une majorité de noirs, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas le même processus de pensée, de déconstruction, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut une alternative pour les femmes des sociétés insulaires, comme on l'a dit dans l'intro, qui prend en compte vraiment notre identité multiple, en fait, et notre identité qui est encore plus intersectionnelle, parce que notre histoire veut qu'on soit intersectionnel. Et voilà, est complètement spéciale et unique. Et pour revenir à la peur du mot féminisme, du coup, faudrait qu'on donne notre définition de féminisme décolonial. Ah oui, parce qu'on a donné la définition de Françoise Vergès. Est-ce que tu l'as ? Moi, je dirais on la rappelle. On la rappelle. Alors, on va rechercher les notes. Un instant. Il faudrait une petite musique de... Ouais. Alors, Françoise Vergès définit le féminisme colonial comme... Décolonial, féministe colonial. Oh là là, vous voyez à quel point on s'est imprégné. Enfin bref. Les féministes décoloniales étudient la manière dont le complexe racisme, sexisme, ethnicisme imprègne toutes les relations de domination, alors même que des régimes qui étaient associés à ce phénomène ont disparu. Et si en fonction de cette définition, je me fais ma définition propre, je dirais que pour moi, le féminisme décolonial étudie les sociétés les sociétés qui étaient autrefois coloniales et esclavagistes, dans lesquelles en fait l'interaction entre les humains était configurée entre race, genre et ethnie. Que ces 3 configurations ont mené au fait que les personnes à l'heure actuelle vivent toujours ces oppressions mises en place par en fait les colonies esclavagistes. Alors, je ne sais pas si j'étais claire, mais j'espère. Oui, donc c'est intéressant de s'inspirer de ça parce que du coup, nos sociétés, il y a moyen de créer un féminisme bien propre à nos sociétés, mais après c'est quelque chose qu'il faudrait, je sais pas, réexpliquer. Oui, et puis de toutes les façons, là on n'en parle que toutes les deux, mais ouvrir la discussion en fait à comment, qu'est-ce que vous
comprenez par féminisme, comment vous vous sentez. Et puis moi, j'avoue que c'était pas inné pour moi de me dire féminisme avant, féministe, pardon. Moi aussi j'ai regardé les médias, moi aussi j'ai vu les fémènes et les machins et les femmes en majorité blanche débouler dans la rue et demander l'égalité salariale et tout ça. Et je peux pas dire que je me suis toujours considérée féministe ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est une réflexion. Mais on peut pas mettre de côté le fait que dans nos sociétés, ça crée un malaise. Le mot féminisme, se dire féministe, ça crée un malaise. Alors, est-ce que faut trouver un autre mot? Je sais pas. Est-ce qu'il faut ouvrir la discussion? Ouvrir la discussion, oui, mais je veux dire, est-ce qu'il faut donner une nouvelle définition? Donner de nouveaux exemples? Et puis, parce qu'au final, c'est juste par les femmes pour les femmes. On est toutes je pense qu'on est toutes d'accord que c'est un peu la merde pour nous, quoi. Et puis de toutes les façons, dans le prochain épisode, on aura la chance d'avoir d'autres personnes avec nous pour en discuter. Surtout parce que, comme on vous l'a dit, c'est une plateforme qui est faite pour vous. Donc vous êtes les bienvenus. On recherche... pour le moment, nous sommes à 4. Nous attendons la réponse de quelqu'un. Mais pour le moment, nous sommes toujours à 4. Donc, si éventuellement vous souhaitez y participer, que vous êtes à Sainte-Anne, que vous n'avez... qu'en fait, vous êtes motivé pour en faire partie, sachez qu'on enregistrera le 4 janvier, un samedi. Et encore une fois, on est là pour ouvrir, comme elle l'a dit Solène, la conversation, mais c'est surtout en fait pour déconstruire notre place et nous la réapproprier. Et puis, je pensais aussi, si vous voulez même pas vous déplacer, vous habitez un peu plus loin, genre peut-être des audios. Ah ouais, des audios. Vous pouvez nous envoyer des audios ou des messages. Le thème, ce sera... on dit déjà le thème, on dit le titre ou le thème. On va le garder. Enfin... c'est au sujet de la place des femmes. Non, en fait, on peut pas trop le garder. Disons que c'est une table ronde. Oui. Voilà, une table ronde qui est qu'est-ce qu'être une femme dans une ancienne colonie esclavagiste, en fait. C'est sûr qu'autour de la table, il y aura majoritairement des Guadeloupéennes, parce que c'est là où on se situe. Voilà. Mais qu'est-ce qu'être une femme qu'est-ce qu'être une femme dans nos sociétés insulaires et dans nos sociétés caribéennes? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont nos vécus? Quelle est notre identité? Comment on le perçoit? Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est ça. Histoire qu'on continue la discussion et qu'on soit pas juste nous deux... avec nos idées déjà faites, quoi. Exactement. Exact. Et puis on aura des personnes de différentes... je sais pas, on dit le mot ethnie? Non, alors on dit les choses, appelons un chat, de différentes races d'un point de vue sociologique, parce que c'est ce qu'on fait, on parle des femmes d'un point de vue sociologique. Donc on a des catégories raciales, on en parle, parce que de toutes les façons, il faut bien les déconstruire, donc on va pas mettre un silence autour de ça. Donc on aura une femme noire, moi ici présente Solène, on aura une métisse, Madame Mélissa ici présente, on aura une... Blanche créole, et on aura jusqu'à présent une indienne. C'est ça. Ça, ce sera nous 4 déjà, ça fait déjà un bon panel, et puis voir ce que ça donne, quoi. Et ce sera le prochain épisode pour 2020, quoi. On va commencer 2020 avec une bonne table ronde pour bien lancer la nouvelle année. C'est ça. Alors on vous souhaite de très bonnes fêtes. Oui, c'est la fin d'année. Ouais, ça y est, 2019 est fini. Déjà. Ton 2019 était bon? Eh ben, pour une fois, oui. il était très bon. Et toi? Oui, puisque moi, depuis le début d'année, je let go of things. Je me sépare de choses à plusieurs niveaux. Je suis rentrée en Guadeloupe, j'ai retrouvé mes couleurs. Je mange du jambon de Noël depuis 2 semaines. C'est mon premier Noël. C'est mon premier Noël depuis 7 ans. Donc voilà. Donc en plus, on est ravis. On est encore ravis des retours qu'on a pu avoir sur le premier épisode. Vraiment. Continuez. Voilà. Partagez avec nous, communiquez avec nous. Exactement. On est là pour ça. Et puis. On vous dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Et puis une bonne année, une bonne fin d'année. Retrouvez-nous sur un peu partout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Alors la page du podcast c'est Femme Kachayeko.
Vous pouvez retrouver vos 2 hôtes, Mélissa, mel.marival ou solène.jpeg, ou si vous voulez nous écrire directement à l'adresse mail femmecachayeko@gmail.com. Donc on a très hâte de vous entendre. À plus. Ciao.